Vous voulez nous dire quelque chose au micro? Non? Vous voulez pas faire une déclaration? Non. Donc, comme la salle est assez sonore, je vous demande premièrement de mettre vos portables sur silencieux, de ne pas trop les utiliser, ça serait sympa pour les organisateurs, l'animateur. Hein, je suis obligé de faire des petites remarques comme ça parce que dans le groupe précédent, il y avait quelques gens un petit peu bavards. Bon. Donc ceux que ça n'intéresserait pas peuvent encore sortir. Donc nous sommes avec Hervé Thys, qui est un physico-chimiste. Alors si vous allez sur Internet, vous aurez le temps peut-être ce week-end, vous verrez qu'il y a plein de choses sur ce monsieur qui est très connu parce qu'il s'est intéressé depuis très longtemps, donc en tant que physico-chimiste, à la cuisine. C'est l'un des créateurs de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la cuisine moléculaire. Et à ce titre, il a collaboré avec des grands chefs comme Pierre Gagnère. Et il a fait évoluer un petit peu cette notion pour l'amener vers ce qu'il appelle la cuisine note à note, qui est à partir de composés purs, la création d'aliments, si je ne me trompe pas. Ah, c'est bon. Bien. Il va vous faire quelques démonstrations, c'est pour ça qu'on avait besoin d'un micro-ondes à l'heure du déjeuner. Donc ça, vous le regarderez et je pense que vous en garderez souvent le souvenir. Alors, vous savez qu'on a découvert il y a quelque temps, là, on l'a annoncé cette semaine, 7 nouvelles planètes qui sont grandes à peu près comme la Terre, qui sont juste à 40 millions de kilomètres de nous. Et ça nous permet de rappeler un aphorisme de Brillat-Savarin, vous regarderez aussi sur Internet peut-être qui c'était, et il disait que la découverte d'un nouveau mets fait plus pour le bonheur de l'humanité que la découverte d'une nouvelle étoile. Et c'est ce que Hervé va essayer de vous montrer. Non, moi je vais dire que c'est pas forcément vrai. Ben, tant mieux. Non, merci. Je vais dire que c'est pas forcément vrai parce qu'il y a le même Brillat-Savarin, c'était un avocat. Hein. Il a vécu au moment de la Révolution française et il a fait un livre qui s'appelle La physiologie du goût. C'est pas de la science, c'est de la littérature. Et il dit par exemple, on peut devenir cuisinier, mais on peut pas apprendre à être rôtisseur. On est rôtisseur. Bon, moi je crois que c'est pas vrai. On peut devenir ce qu'on veut à condition de bosser. Voilà. Si je veux devenir rôtisseur, je deviens rôtisseur. Je vous mets en garde contre les aphorismes, les proverbes, les dictons. C'est pas parce que quelqu'un le dit que c'est vrai. Voilà. Donc, et en science, on est payé pour tout le temps dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai. Et si le ministre, si le président de la République, si n'importe qui vous dit quelque chose, vous êtes en droit de dire est-ce que c'est vrai. Moi, je veux savoir si c'est vrai. Je veux pas qu'on me bourre le mou avec des trucs qui tombent du ciel. Je veux comprendre, je veux être sûr. Voilà. Et donc les aphorismes, je les déteste en réalité, même s'ils sont charmants. Hein, ça a l'air amusant, mais est-ce que c'est vrai? Imaginez qu'une des 7 planètes qu'on a découvertes soit habitable. Ben peut-être que le jour où il y aura trop de monde sur la Terre, on pourrait aller sur cette planète et peut-être que ça sera plus important qu'un cassoulet de plus. Quoi, hein. Donc il faut, je me méfie. Hein. Alors, là je parle de cuisine, donc ça va vous donner faim, à moins que vous avez mangé déjà? Ouais, bon, d'accord. Eh ben, c'est pas le bon moment pour passer à la cuisine, parce que quand on parle de cuisine alors qu'on a déjà mangé, eh ben, ça dégoûte un peu. Alors, voilà. Vous voyez, il y a une image ici. Ça, c'est une de mes dernières inventions. C'est un truc que personne n'avait jamais fait. Et pourtant, on n'aura pas le prix Nobel avec ça, parce que c'est pas de la science. Quand on fait de la pâte feuilletée, c'est pas très difficile, et ça coûte moins cher de le faire chez soi. On prend de la farine et de l'eau, on fait une pâte. On fait un disque de pâte, et puis ensuite on met du beurre par-dessus, on replie, on étend, et on replie en 3, on étend, on replie en 3. Et je me suis dit, mais pourquoi si on fait une couche de beurre avec une couche de pâte, on ne pourrait pas faire des couches de beurre avec des couches de beurre? Et bien là, c'est du beurre feuilleté. Alors il y en a un qui est à la pistache et l'autre au café, et c'est la première fois dans l'histoire de la cuisine qu'on fait un beurre feuilleté. Je ne suis pas sûr qu'on fera grand-chose pour le bonheur de l'humanité, mais c'était amusant. Hein. Alors, je suis pas là pour parler de cuisine parce que vous êtes au village de la chimie, mais
on est là pour parler de chimie. Le seul problème, c'est que quand vous mettez du sucre dans une casserole et que vous chauffez, ça devient marron, ça prend du goût, et en réalité, vous avez fait des réactions chimiques. Et c'est pour ça que la cuisine, c'est un art chimique, comme les polymères, comme les peintures, comme les bougies, comme la métallurgie. Donc, quand vous êtes en cuisine, soit vous cuisinez comme un imbécile et vous répétez ce qu'on a toujours fait, et à ce moment-là, c'est bon ou c'est pas bon, soit vous vous dites, ah bah tiens, je connais un peu de chimie, et à ce moment-là, vous pouvez faire mieux que ce qu'on faisait. Pour ceux qui aiment la tradition, je vous rappelle que la tradition, c'est pas toujours bon. La preuve, l'esclavage a été longtemps traditionnel et c'est vraiment dégueulasse. Donc méfiez-vous de la tradition, c'est un peu comme les aphorismes. Hein. On dit ah ouais, la tradition c'est sympa, parce que mais enfin il y a des trucs traditionnels dont je ne parlerai pas qui sont vraiment horribles. Alors maintenant, donc on va partir de cuisine. Hein. Alors ça c'est des ingrédients, c'est pas des plats. Hein. Personne ne va manger un turbo sans l'avoir cuisiné. Alors j'en profite pour vous dire, le mot naturel est un mot de salaud. Parce qu'en français, naturel, ça veut dire qui n'a pas fait l'objet d'une transformation par l'être humain. Donc si vous cuisinez, ça devient artificiel. Il n'y a pas d'aliment naturel. Si vous voyez sur une bouteille d'huile, sur une bouteille d'eau, sur un jus d'orange naturel, écrivez tout de suite au service consommateur pour dire que c'est des salauds. C'est pas vrai, c'est des menteurs. Il n'y a pas de jus d'orange naturel. Il a fallu quelqu'un qui récolte les oranges, il a fallu quelqu'un qui presse les oranges. Il n'y a pas de naturel. C'est vraiment pas bien de dire ça. Bon, alors, avec des connaissances de chimie pas forcément compliquées, même sans résoudre des équations, on peut inventer des plats. Alors vous voyez, ça c'est un plat que j'avais inventé il y a quelques années, ça s'appelle un Liebig. Liebig c'est un chimiste, parce que comme le public déteste la chimie, je fais des plats nouveaux, je donne des noms de chimistes, on mange un Liebig, on dit « Oh, c'est vachement bon !» Et alors à ce moment-là, on mange presque de la chimie. Donc comme ça, je peux combattre cette espèce de phobie de la chimie, qui est une phobie imbécile. Hein, c'est quand avoir peur, c'est « Oh, j'ai peur. » C'est couillon, quoi. N'ayons pas peur. Enfin, avançons. Alors voilà un Liebig, voilà un Priestley. Priestley, c'était le découvreur de l'oxygène avec Lavoisier. Alors le Priestley, c'est cette préparation-là, cette préparation blanche. Vous pouvez la faire chez vous. La recette est en ligne, elle est gratuite. Hein. Un Wurtz. Alors Wurtz, c'est le chimiste alsacien qui a créé l'agro. L'agro, c'est l'école nationale agronomique. Hein. Alors c'est la partie rose. Alors je vous donne la recette. Vous allez ce soir, vous prenez un jus d'orange dans une casserole. Vous mettez de la gélatine. Vous faites chauffer. Ça se dissout, et ensuite vous prenez votre batteur, et vous fouettez, et ça mousse, et tout d'un coup ça prend en gelée, vous avez un Wurtz à l'orange. Là c'était un Wurtz au cassis. Hein. Les œufs parfaits, vous voyez ça dans beaucoup de restaurants maintenant, j'avais inventé ça en 97 je crois. C'est des œufs qui sont cuits à une température particulière. Alors, les plats que je vous montre sont ceux de Pierre Gagnère, qui est le plus grand cuisinier du monde, et qui est mon ami, parce que, je ne sais pas pourquoi. Si, parce que c'est un mec remarquable, voilà. C'est un gars super. Hein. Pour ceux que ça intéresse, on peut évidemment faire de la chimie dans son métier, mais Pierre Gagnère, il n'a pas fait d'études, il a fait un CAP de cuisine, et à l'âge de 14 ans, il a été mis en apprentissage, donc il a bossé dans un restaurant à 14 ans, et aujourd'hui, il a, je ne sais plus si c'est 31 restaurants dans le monde. Donc il a des restaurants à Saint-Tropez, à Gordes, à Courchevel, à Paris, il en a 2, à Londres, à Dubaï, à Tokyo, à Hong Kong, à Moscou, à Berlin, enfin, et c'est un bonhomme extraordinaire. Alors ici, c'est une vieille invention, c'est une salade artificielle. Alors ce que vous voyez en rouge, c'est une feuille de laitue qu'on a travaillée. Hein. En vert, c'est une feuille de tomate, et en blanc, c'est une feuille de vinaigrette. Alors, pour ceux que ça amuse de faire une feuille de vinaigrette, c'est pas très difficile. Vous prenez dans des vinaigrettes, vous savez qu'il y a du vinaigre, de la moutarde, de l'huile, du sel, du poivre. Donc vous partez du vinaigre, vous mettez le sel pour qu'il se dissolve dans l'eau du vinaigre, vous mettez le poivre pour que ça donne un goût de poivre si vous avez envie, vous mettez un peu de gélatine, et puis vous fouettez l'huile. Ça fait ce qu'on appelle une émulsion. Alors une émulsion, ça veut dire des petites gouttelettes de gras dispersées dans l'eau. Hein. Et comme dans le vinaigre, il y avait de l'eau, et bien on a fait une émulsion. Et alors, vous coulez votre vinaigrette sur une plaque,
Ça se met à gélifier, vous soulevez, vous avez une feuille de vinaigrette. Donc c'est pas difficile, on n'aura pas le prix Nobel avec ça non plus. Les cristaux de vent, alors là, alors je lance un défi aux classes avec des élèves dans le 20e, il y a quelques années. On avait fait plus de 20 litres de blanc en neige avec un seul blanc d'œuf. Donc saurez-vous faire mieux? Donc voilà une activité de classe, vous pouvez essayer, et c'est des enfants du 20e, c'était bien. Voilà. Et après ça, on en a fait des meringues. Alors, le gypse, on va le faire. Alors le gypse, on va faire un gypse artificiel. Alors pour faire un gypse artificiel, il nous faut... vous voyez, j'ai pas des matériels très modernes. Hein, ça existait au Moyen-Âge, c'est des ustensiles idiots. Hein. Alors, je n'ai pas voulu emmener des œufs parce que les œufs, ça casse et ça sert à rien. Donc j'ai pris de l'eau, ça on m'en a apporté, là voilà, je pense qu'il y en a assez. Alors un œuf, c'est à peu près 60 grammes, il y a 30 grammes de blanc, 30 grammes de jaune. Un blanc d'œuf, c'est 10% de protéines. Alors des protéines, en voilà par exemple, c'est une poudre blanche. Hein. Donc évidemment, à la sécurité, ils ont regardé mon sac, parce que des poudres blanches, ils se méfient. Et ils ont raison, parce qu'un chimiste comme moi, c'est dangereux. Voilà donc des protéines. Alors, elles peuvent venir du chanvre, elles peuvent venir des lentilles, elles peuvent venir du pois, elles peuvent venir de l'œuf, elles peuvent venir du lait, elles peuvent venir de ce que vous voulez. C'est des protéines. Et donc, je vais mettre, alors dans un blanc d'œuf, on a dit 30 grammes de blanc d'œuf. 10% de protéines, ça fait 3 grammes. Donc, on va faire à peu près 3 grammes. Enfin, je vais avoir du mal à mettre 3 grammes, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc ici, j'ai des protéines et de l'eau, donc j'ai comme un blanc d'œuf. C'est-à-dire que si maintenant je fouette, je vais monter là-dessus. Ouya, j'ai très très mal au genou aujourd'hui. Si je fouette, j'ai comme un blanc d'œuf. Alors ça va, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Hein. On ne veut pas aujourd'hui faire un blanc en neige. On pourrait faire un blanc en neige, mais c'est pas ça qu'on voudrait faire. On voudrait faire une émulsion. Une émulsion, ça veut dire mettre du gras dans l'eau. Alors voilà du gras. Hein. Alors, du gras. Donc, je mets un peu de gras, je suppose bien que ce gras va flotter au-dessus de l'eau. Bon, donc je fouette, ça veut dire que le fouet va couper la gouttelette d'huile en deux, et en deux, et en deux, et en deux, et en deux. Alors, vous comptez, si elle fait 1 centimètre, vous fouettez une fois, ça fait 1,5 centimètre. 2 fois, ça fait 1/4. Donc, si vous fouettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Mais si vous fouettez 20 fois, vous divisez par 1 million. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maintenant, il me faut un microscope pour les voir. Parce que ça fait 1 millionième de centimètre. Donc c'est trop petit pour le voir. Alors, je rajoute de l'huile. Alors, je rajoute de l'huile, elle se disperse. Alors, ouais, parce que l'huile, elle ne veut pas aller dans l'eau. Normalement, elle flotte. Mais les protéines, elles vont se mettre autour et elles entourent les gouttelettes d'huile. Donc, c'est ça qui va faire une émulsion. Alors, une émulsion qui n'aura aucun goût, parce qu'on a pris de l'eau, on a pris des protéines qui n'ont pas de goût et on met de l'huile qui n'a pas de goût. Avec ça, il n'y aura pas de goût. Alors, vous allez dire, pour la cuisine, c'est pas terrible. Ouais, mais vous savez que vous aimez bien le chocolat. Le chocolat, c'est 50% de gras et 50% de sucre. Donc, on va mettre du sucre, tant qu'on y est, hein, ça va faire un dessert. Alors, voilà. Combien j'en fais de litres? Non, je m'arrête là parce que sinon, ça va utiliser mon huile. Donc, on a ici notre produit. On va mettre du sucre. Alors, le chocolat, c'est 50%, donc là, je peux y aller dur. Ouais, on va mettre du sucre. J'ai de la marge hein, par rapport à 50%. Hein. Alors, où va le sucre maintenant? Le sucre, il va se diluer dans l'eau. Donc, on est en train de faire une émulsion dans un sirop sucré. Bon. Donc, normalement, ça devrait être sucré. Oh, qu'est-ce que j'ai mal au genou. Oh, aïe, aïe. Vous voulez goûter? Non? Vous voulez pas goûter? Non? Vous voulez goûter? Ah, vous n'êtes pas aventureux. Enfin, allez, venez. Ça devrait être sucré, normalement. C'est sucré. Bah oui, c'est sucré. Hein, ça peut, Bon. Alors, maintenant que c'est sucré, vous savez que le citron, ça vient de très loin. Donc le citron, ça coûte cher et ça vient de très loin. Moi, je suis chimiste dans ma cuisine. Je l'ai apporté de ma cuisine ce matin. Celui-là, c'est de l'acide citrique. L'acide citrique, c'est un sucre et un acide du citron. Bon, si j'en mets une petite cuillerée, là, ça va être citronné. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Je pourrais mettre d'autres. Qu'est-ce que je... il n'y a pas de couleur.
Oui, parce qu'un plat, il faut du goût. Donc du goût, c'est de la couleur, de la saveur, de l'eau. Alors la saveur, c'est ça. La couleur, on va la mettre. Alors on va mettre un peu de couleur verte. Tiens, ça va être joli. Voilà la couleur verte. Ça suffira là, parce que c'est très très coloré. Ouais. Voilà, avec ça, ça devrait déjà suffire. Ça va être tout vert, je suppose. Voilà, c'est tout vert, c'est bien. C'est un vert délicat. On pourrait faire un peu plus, peut-être, un peu plus vert. Pas beaucoup, hein. Voilà, avec ça, ça suffira. Voilà, ça y est, maintenant c'est vert. Il y a de la saveur. Alors, ça devrait être citronné et sucré. Mais vous allez me dire, ouais, mais c'est mou, ça fait comme une sauce. Alors, on va transformer ça on va le cuisiner pour lui donner de la consistance. Alors, vous voyez, j'ai un joli vert. Ça, c'est joli. Vert pistache, c'est merveilleux. Voilà, on le met là-dedans. Voilà, comme ça. Et maintenant, ça, on va le cuire. Alors, le cuire, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, les micro-ondes sont des ondes, comme dans la lumière, mais qui ne sont pas visibles. Ben, elles chauffent et elles sont réglées pour chauffer l'eau. Hein. Donc, je vous invite, par exemple, si vous mettez la main tout près de la joue, comme ça, sans la toucher, vous allez sentir du chaud. Parce qu'il y a des infrarouges qui passent de la main vers la joue. Là, ce n'est pas des infrarouges, c'est des micro-ondes. Alors, si on chauffe, les micro-ondes, elles vont chauffer l'eau. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'eau et il y a beaucoup d'énergie qui arrive, ça va se mettre à bouillir l'eau. Or, 1 gramme d'eau, comme ça, un tout petit gramme, ça fait 1 litre de vapeur. Donc, ça va se mettre à gonfler. Donc, en gros, si je fais ça, eh ben, je vous dis, je prévois que ça va se mettre à gonfler. Et c'est pour ça que je n'ai pas rempli le verre complètement. Et puis, quand ça sera gonflé, eh ben, ça voudra dire qu'il fait 100 degrés. S'il fait 100 degrés, les protéines ont coagulé, c'est-à-dire que comme dans l'œuf qui coagule, voilà, ça y est, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, hop, on a un soufflet, et vous voyez, on a maintenant un gypse. Alors, voilà ce que sert Pierre Gagnère dans ses restaurants, des gypses. Alors, celui-là, je ne sais pas à quoi il est, je ne l'ai pas mangé, hein, voilà. Alors, chocolat chantilly, c'est une vieille invention de 1995. Ça ne sert à rien de mettre des œufs pour faire des mousses au chocolat. Si vous prenez une casserole avec de l'eau, vous mettez du chocolat, vous chauffez, ça fait une émulsion de chocolat, parce qu'il y a du gras dans le chocolat. Vous fouettez en refroidissant sur des glaçons et vous avez une mousse au chocolat. Alors, j'ai appelé ça le chocolat chantilly. Donc, vous voyez que ceux qui sont intolérants à l'œuf, par exemple, ou qui ont des allergies à l'œuf, on peut très bien manger des mousses au chocolat sans avoir des œufs. Donc, vous voyez, ça résout des problèmes, le fait de comprendre ce qu'on fait. Et j'ai pas encore dit un mot compliqué. J'ai pas dit le mot molécule, j'ai pas dit le mot atome, j'ai pas fait d'équation, j'ai rien fait. J'ai dit, bah tiens, on coupe en deux et en deux et en deux. Voilà. Voilà. Alors, j'en ai inventé plein d'autres dont je vais passer. Et donc, tous les mois, depuis 15 ans, je donne à mon ami Pierre Gagnère une invention gratuite, en ligne, et lui, il fait des plats avec. Alors, du coup, pourquoi est-ce que je suis ici aujourd'hui? Parce qu'en vrai, ça m'emmerde un peu. Moi, je serais mis au labo. Hein. Alors, je suis ici parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Et je suis ici pour vous dire qu'il y a plusieurs champs. Vous avez le choix dans plein de métiers qui sont tous passionnants si vous les aimez. Si vous ne les aimez pas, ce n'est pas la peine de les faire. Il y a un métier technique. C'est un technicien. Vous voyez, j'ai fait tout à l'heure un geste technique. Si je le fais bien, c'est passionnant, c'est un beau métier. Donc technicien, c'est un beau métier. Scientifique, c'est mon métier à moi. Ça consiste à résoudre des équations. Je suis arrivé un peu à l'avance, j'étais au 3e rang là-bas. J'avais mon ordinateur sur les genoux, j'ai fait mes calculs parce que j'adore ça. Donc c'est un métier scientifique, voilà. C'est merveilleux si on l'aime. Si on l'aime pas, c'est pas merveilleux. Mais moi, je l'aime. Alors, la technologie, c'est les ingénieurs. Les ingénieurs, c'est des gens qui apprennent un peu de science, ou beaucoup d'ailleurs parfois, qui vont chercher en science des résultats tout neufs et qui les mettent tout de suite dans la technique. Alors vous avez vu les plats tout à l'heure que je vous ai montrés, ça c'est des résultats de technologie. Alors il y a 3 métiers différents, il y en a d'autres, hein. On peut être musicien, on peut être plombier, on peut être électricien, mais enfin, on voit la première. Et alors, je suis aussi ici venu ce matin parce que je me disais, tiens, moi on ne m'a jamais dit ça. Dans un métier, ou dans une action quelle qu'on fait, il y a un objectif, et puis il y a un chemin qui y mène. Si personne ne m'a dit que je peux aller à Marseille, je n'irai jamais à Marseille. C'est-à-dire, imaginez que je parte là, et puis que je ne sais pas que je veux aller à Marseille, je n'y arriverai pas.
En revanche, si je sais que je veux aller à Marseille, à ce moment-là, je dis, ben, tiens, je veux aller à Marseille, voilà mon objectif. Maintenant, je vais chercher comment y aller. Je peux y aller à pied, je peux y aller en vélo, je peux y aller en train, je peux y aller en avion. Maintenant, je définis l'objectif. Alors, c'est pour ça que j'ai montré cette image, parce que je vous montre que le métier d'ingénieur, il n'a rien à voir avec le métier de scientifique. Ou le métier de technicien, il n'a rien à voir avec le métier de technologue. Ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas les mêmes objectifs et ce n'est pas les mêmes méthodes. Voilà. Alors, les techniciens, en voilà un. Hein. Donc, c'est des gens qui font à manger, mais ils ont le droit d'être artistes. Et eux, ce qui les intéresse, c'est le soin. Il faut que ça soit soigneux. Je vous assure qu'un pont qui tient encore après 2000 ans, eh ben, il a été construit par des bons techniciens. Je vous assure qu'un prix Nobel de physique ou de chimie, il ne saura jamais faire un toit comme ça. Parce que ça, il faut être un super bon technicien. Et un gâteau comme ça, moi, ça me gaverait. Le gars avec la poche à douille, il a passé des heures. C'est pas pour moi, c'est pas mon métier. Mais c'est un métier merveilleux, parce que quand vous avez un anniversaire avec un superbe gâteau, tout le monde est content. On voit arriver le gâteau, c'est beau, c'est bon. Et puis c'est bon, hein, c'est plein de sucre et plein de gras. Hein. Bon. Alors pourquoi le soin est important pour les techniciens ? Imaginez que vous soyez menuisier. Vous construisez un escalier. Vous invitez vos copains. Les marches sont branlantes, il se casse une jambe, eh ben, ça veut dire « je ne t'aime pas ». Donc, un technicien, il doit dire « je t'aime ». C'est difficile à dire « je t'aime hein, ». Ouais, bah, pas mal, oui, c'est pas mal. Ouais. Alors, attention quand même, parce que de temps en temps, quand on veut faire des choses, on arrive à des trucs bizarres. Quoi. Ça, c'est moche, c'est le pire qu'on puisse trouver à peu près. Enfin, c'est vraiment... Ça doit être bon, hein, il y a peut-être du gras et du sucre, mais c'est quand même pas très joli. Voilà. Ça, c'était un très grand cuisinier français qui s'appelait Carême. Carême, alors, son histoire, elle est intéressante. J'ai choisi l'image exprès. Carême, à l'âge de 11 ans, son père l'a pris, il l'a emmené à la porte de Paris et il a dit « Maintenant, tu te débrouilles ». 11 ans, le gars. Et en fait, il y avait un restaurant juste en face, une auberge, et il est rentré, parce qu'il faisait froid, il pleuvait, etc. Et là, l'aubergiste a vu ce môme, 11 ans, c'est tout petit, hein, il a dit ce môme, il dit bah, « écoute, viens, je vais t'apprendre la cuisine ». Et il lui a appris la cuisine, et Carême est devenu le cuisinier des empereurs. Et alors, il a inventé cette cuisine qu'on a appelée monumentale. Mais évidemment, il a fait aussi des choses qui ne se mangeaient pas. Bon. La cuisine peut intéresser d'autres gens que des techniciens, elle peut intéresser des artistes. Alors, pourquoi j'ai pris cette image ? Alors, j'ai pris cette image parce que je voudrais également vous faire un cadeau. Moi, on ne m'a jamais dit la chose suivante, mais je vais y arriver. Cette image, c'est une image de Léonard de Vinci. C'est un tableau de Léonard de Vinci. Cette image, elle a une colonne vertébrale. Ça veut dire qu'elle est construite autour... Vous savez que si vous prenez de la bidoche et qu'il n'y a pas de colonne vertébrale, ça ne tient pas debout, ça s'effondre à plat. Donc, pour tenir debout, il faut une colonne vertébrale. Bon. Eh bien, Léonard de Vinci, il a construit ce tableau sur une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, c'est les animaux et les hommes se ressemblent quand ils se battent. Et si vous regardez bien, les chevaux et les hommes se ressemblent. Donc, un homme qui se bat, c'est comme un animal qui se bat. Ce qui doit en dire long sur le fait de se battre, quand même. Parce que, est-ce qu'on est des bêtes ? Enfin, la réponse est sans doute oui, mais enfin, pas trop quand même. Alors, c'est une question d'artiste. Alors, pourquoi je pensais à cette colonne vertébrale ? Parce que quelle est votre colonne vertébrale à vous ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez décidé d'être ? Comment vous voulez être ? Quelle est votre colonne vertébrale ? Je suis venu à peu près pour vous poser la question. Quelle est votre colonne vertébrale ? Et c'est une question difficile, hein, parce qu'il faut se racler le cœur pour trouver la réponse. Alors, vous voyez que les artistes, ils ont des styles différents. Ça, là, c'était Léonard de Vinci, là, c'est Picasso, là, c'est Cocteau. Et est-ce qu'on peut en faire des trucs en cuisine, ça ? Alors oui, j'ai inventé un jour là, ce que j'appelais la cuisine abstraite. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec la chimie ? Eh bien, le rapport, c'est qu'un chimiste, un physico-chimiste, c'est un intellectuel. Un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui fait des trucs comme ça, n'importe comment. Non, il a une responsabilité vis-à-vis du milieu qu'il paye. Moi, ma responsabilité, c'est de promouvoir de la culture et de la développer. Alors un jour, je lisais des traités sur la peinture, et je voyais que dans le temps, on dessinait des montagnes, des arbres, des monstres, voilà. Et puis tout à coup, en 1912, il y a un génie, Kandinsky, qui s'est mis à dire « je vais arrêter de dessiner des choses qu'on reconnaît, je vais dessiner des choses qu'on ne reconnaît pas et ça sera joli. Et moi, ce tableau-là, je le préfère à celui qui est avant. » Est-ce qu'on peut faire la même chose en cuisine ? Alors, il y a un gars qui s'appelait Kurnonski, il disait qu'il était le prince des gastronomes. Enfin, il n'y a que lui qui disait ça. Hein. Et puis,
princes. Bon, les princes en France, on leur coupe la tête, donc il vaut mieux être un peu prudent. Alors, Kurnonski disait « Les choses sont bonnes quand elles ont le goût de ce qu'elles sont ». Mais enfin, c'est pas vrai. Le poulet, il faut qu'il n'ait pas le goût de poulet, il faut qu'il ait le goût de poulet rôti. Sinon, il n'est pas bon. Et puis le poulet rôti fait par Ducasse, fait par Robuchon, fait par Thierry Marx, fait par Gagnère, c'est pas le même. Donc vous voyez bien que c'est idiot. Alors je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire une cuisine abstraite? Alors voilà le premier plat de cuisine abstraite. Vous le mangez, c'est super bon. On vous dit, qu'est-ce que vous reconnaissez? Et on ne reconnaît rien. Alors c'est merveilleux, parce qu'on a créé comme ça la cuisine abstraite. Alors quel rapport avec la chimie? Aucun. Sauf que c'est un physico-chimiste qui a eu cette idée-là. Alors, les ingénieurs, maintenant. Les ingénieurs, ils ont dans des bureaux d'études. Ce n'est pas des techniciens qui sont en train de faire quelque chose. Ils sont en train donc de partir de la technique ou de la science pour arriver, etc. Donc ici, il y a une science qui s'appelle la gastronomie moléculaire. C'est ça que je fais au labo tous les jours. Je viens du labo. Et les technologues, c'est-à-dire les ingénieurs, ils se forment avec les résultats. Et puis à ce moment-là, ils font des inventions techniques. Bon. Alors, je vous montre comment on peut inventer. Vous allez voir que ce n'est pas difficile. On va partir d'un œuf, un œuf comme au Moyen-Âge. Vous voyez, on est ingénieur, donc on a appris un peu à calculer, donc on sait compter, ce qui est déjà pas mal. Donc l'œuf, on va dire, c'est le numéro 1. Bon. L'œuf, on sait qu'il est fait de plusieurs parties. Donc on va dire, les parties, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Et puis, à chaque partie, on peut lui faire quelque chose. On peut lui ajouter du gaz, ou bien on peut le chauffer, on peut mettre un acide, par exemple du jus de citron ou du vinaigre. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On obtient un tableau. Et ce tableau, donc au début, la première ligne, là-haut, c'est l'œuf. Ensuite, il y a l'œuf dans sa coquille, la coquille seule, le jaune, le blanc, le machin. Et puis ensuite, il y a des codes. Alors celui-là, par exemple, on va en voir. Vous voyez, celui-là, ça veut dire un œuf entier dans de l'alcool. Donc j'ai pris un œuf, je ne l'ai pas cassé et je l'ai mis dans une bouteille de vodka pendant 3 mois. Il sort, il est coagulé. Donc j'ai inventé un nouvel œuf que personne n'avait fait. Donc je lui donne le nom d'un chimiste qui s'appelait Baumé. Alors, celui-là, vous pouvez le faire ce soir. Vous prenez du vinaigre blanc, le vinaigre cristal, un œuf entier dans du vinaigre. Qu'est-ce qui va se passer? Si, parce qu'au bout d'un moment, la coquille est attaquée. Il y a des petites bulles qui vont se former. La coquille est attaquée. C'est une réaction chimique. Et puis, au bout d'un moment, il n'y a plus de coquille, l'œuf se met à gonfler. Et alors, si on attend, on voit comme un œuf dur, mais ce n'est pas un œuf dur. Et celui-là, j'ai appelé ça l'œuf d'anti-100 ans. Voilà. Alors là, par exemple, il y a un œuf. Celui-là, par exemple, c'est un œuf qui a été cuit avec l'acide chlorhydrique. Et on a neutralisé ensuite avec de la soude. Celui-là, il était cuit avec je ne sais plus quoi. Celui-là, je ne sais plus comment il était. Et celui-là, je suis en train d'essayer de faire un œuf dur transparent. Je crois que je vais y arriver bientôt. Il est translucide, il n'est pas encore transparent. Mais ça sera rigolo d'avoir un œuf dur transparent. Vous vous rendez compte, le bonheur ça t'amuse que moi. Celui-là, c'est un œuf dans l'acide nitrique. Attention, ça mousse quand vous faites l'expérience si vous prenez de l'acide nitrique concentré. Alors, vous voyez, un œuf, on tombe sur quelque chose qui a déjà été inventé. C'est pas grave. Alors, pourquoi les œufs cuisent? Alors voilà, moi, ce qui m'empêche de dormir la nuit. Pourquoi vous prenez un œuf et tout d'un coup, ça cuit? Alors, finalement, dans le temps, on disait c'est parce qu'il y a des protéines. Alors, les protéines, c'est des trucs enroulés comme ça. Et puis, il y a des molécules d'eau, c'est les têtes de Mickey. Quand on chauffe, les protéines se déroulent, elles s'attachent et l'eau, elle est piégée dans ce qu'on appelle un gel. Un gel, c'est quand il y a de l'eau dans un solide. Regardez-moi, je suis fait de 75% d'eau, comme vous. Je ne coule pas. Ça prouve que l'eau, elle est tenue dans le solide. Donc, je suis un gel. Mais vous aussi, vous êtes des gels. Bon. Alors, en réalité, voilà une théorie de la coagulation. Cette théorie, elle est fausse. Et en 97, j'ai montré en quoi elle est fausse. Dans les œufs, il y a des protéines de différentes sortes. Et elles ne coagulent pas aux mêmes températures. Donc, si vous cuisez à cette température-là, vous aurez un œuf particulier. Et c'est comme ça que j'ai inventé des œufs à 65 degrés. Mais aussi, alors vous voyez, celui-là, il est à 61, celui-là, il est à 63, celui-là, il est à 65, celui-là, il est à 67, celui-là, il est à 68. Non, le précédent, c'était 66, celui-là, c'est 67. Donc on peut modeler le jaune. Et ça coûte rien, ça coûte un œuf et puis un thermomètre pour aller contrôler la température.
et celui-là, il est à 70. Regardez bien le blanc, vous allez voir, quand on passe de quelques degrés, clang, le blanc a coagulé plus fort. Donc on peut, en connaissant un peu de chimie, faire une cuisine qui est beaucoup plus précise que jamais ça n'a été dit dans un livre de cuisine, tout ça. Donc vous voyez, on peut inventer des tas de trucs. Alors ensuite, A139, c'était l'œuf sur le plat, bah, tant pis, je ne l'ai pas inventé. Il était déjà inventé, bah, tant mieux. 149, c'était l'omelette, c'était déjà inventé. 154, c'était la mayonnaise. Ah tiens, je vous ai parlé d'une émulsion tout à l'heure. Je vous ai dit qu'une émulsion, c'était des gouttelettes de graisse dans l'eau. Voilà une mayonnaise. Mayonnaise, c'est des gouttelettes de graisse dans l'eau. Ça, c'est des bulles d'air. Il suffit d'un tout petit microscope pour voir ça. Ça ne coûte pas cher. Et donc, quand vous mangez une mayonnaise, sachez bien que vous mangez de l'huile à l'état quasi pur. Une mayonnaise, c'est 95% d'huile. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on maigrit. Enfin... 1, 5, 6. Alors, on peut faire dans de l'alcool. Alors, ça, c'est le blanc-neige. Voilà une image de blanc-neige au microscope. Vous voyez, il y a des bulles d'air qui sont dans l'eau du blanc. Ça, c'est une nouvelle invention. 1, 6, 4. Ne me demandez pas la recette, c'est 1, 6, 4. Donc, c'est facile. 1, 6, 6, le Ténard. 1, 4, 3, 9, c'est un Lavoisier. Celui-là existait, celui-là n'existait pas, celui-là n'existait pas. Celui-là n'existait pas, celui-là n'existait pas, cela n'existait pas, ça n'existait pas non plus. Vauquelin, c'était un grand chimiste français. Et... Ah ben non, mais il repart. Pourquoi il repart? Une erreur. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé au codage. Voilà, bon, on va passer à la suite. Donc vous voyez, la technologie, c'est assez facile de faire des tas de trucs. On peut y arriver assez facilement. J'arrive maintenant, j'espère que le PowerPoint n'est pas complètement foiré. Voilà. Et maintenant, on va parler de science. Alors, quand je parle de science, ça veut dire science de la nature. Qu'est-ce que font les gens qui font des sciences de la nature? Les physico-chimistes, les biologistes, les généticiens, ils cherchent les mécanismes des phénomènes. C'est-à-dire, on dit comment ça marche. L'œuf cuit, on est payé pour dire oui, mais comment ça cuit? Donc voilà alors, dans le temps, les scientifiques étaient très croyants. Ils disaient Dieu a donné 2 livres, la Bible et la nature. Donc si on va décoder la nature, on fait un travail religieux. Bon. Aujourd'hui, on a le droit de croire ou de ne pas croire en Dieu, ça c'est chacun qui se décide, mais c'est plus obligatoire d'être croyant pour être scientifique, et vice-versa. Donc pour la gastronomie moléculaire, qui est la seule science qui m'intéresse vraiment, je pars de cuisine, donc moi je suis payé pour regarder pourquoi les soufflets gonflent, pourquoi les poulets rôtissent, pourquoi les carottes deviennent molles quand on les cuit, pourquoi les macarons ont une petite croûte. Donc voilà, au labo. Alors, je vous ai dit, quand on a un métier, on a un objectif et on a une méthode, un chemin. La méthode des sciences, elle est toute simple. Et moi, on ne m'a pas montré cette image quand j'étais étudiant en sciences, et je le déplore. En sciences, qu'est-ce qu'on fait? On regarde un phénomène. Par exemple, là, il y a une montagne. Et on se dit, pourquoi il y a une montagne? Donc ensuite, on va mesurer. Donc on prend des instruments de mesure et on mesure. Des thermomètres, de ce que vous voulez, mais vous mesurez. Bon. Donc si vous mesurez, vous avez plein de nombres. Donc déjà, en science, il faut aimer les nombres. Moi, j'adore les nombres. C'est mon bonheur. Plus il y en a, plus je suis content. D'abord, les nombres, ils ne m'ennuient pas, alors que souvent, les gens, ils se battent. Mais les nombres, ils ne se battent pas. Ils sont là, ils sont posés, ils sont tranquilles. Une fois qu'on a plein de nombres, on les réunit en lois. Alors, au collège ou au lycée, on vous apprend des lois. U égale RI, P égale MG. Ben, c'est parce qu'il y avait des nombres qui ont été réunis en lois. Ensuite, on fait des théories. Et ensuite, alors, c'est là où les gens se trompent. On ne peut pas démontrer en science. On ne peut faire que réfuter une théorie, montrer qu'elle est fausse. On ne peut pas montrer qu'une théorie est juste. Une théorie, c'est jamais juste. C'est toujours un peu approché. Donc on va faire une prévision à partir de la théorie et on va essayer de montrer comment notre théorie est fausse. Donc les scientifiques, ce n'est pas des gens qui sont très sûrs d'eux, au contraire. On est payé pour produire des théories fausses qu'on va ensuite détruire. C'est un drôle de métier. Alors, ça a été créé par Galilée et quelques autres. Donc, on fait des expériences. Mais une expérience, c'est un geste technique, mais c'est à partir d'une expérience. Donc quand la science produit quelque chose, ce n'est pas du baratin. C'est d'abord une expérience qui est reproductible partout dans le monde, quel que soit le continent. Ensuite, il y a du calcul. Alors, ça, moi, c'est ce qui me plaît. Alors, des questions en science, on en a plein. Alors, je vous en prends juste une ici, qui est celle-là. Donc, moi, j'ai 25 000 questions auxquelles je ne sais pas répondre.
La question est la suivante. Vous prenez un abricot, vous êtes en été, il fait chaud, vous avez un abricot bien mûr, bien sucré. Vous le mordez dedans, il est bien sucré, vous avez le jus qui coule, c'est bien sucré. Bon. Vous prenez ce même abricot, vous faites une tarte aux abricots, et bien tout d'un coup, ça va devenir acide. Pourquoi c'est acide? J'en sais rien. Et d'ailleurs, ce n'est pas acide, si vous mesurez ce qu'on appelle le pH, il n'a pas changé. Pourquoi est-ce que les abricots cuits paraissent acides, alors que l'abricot pas cuit paraissait sucré? J'en sais rien. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Par exemple, oui, tiens, comment les couleurs des haricots verts changent quand vous les cuisez? Si vous cuisez des haricots verts avec du bicarbonate, ça reste bien vert. Si vous le cuisez avec du vinaigre, ça devient marron. Comment? On n'est pas sûr que ça, de très bien savoir, etc., etc. Alors, un exemple pour vous montrer comment on vit dans un laboratoire de recherche scientifique. Hein. Un matin, donc, il y avait une étudiante qui faisait sa thèse. Et elle étudiait le bouillon de carottes. Donc elle mettait des carottes dans l'eau, elle chauffait. Donc ça, c'est une sorte de couvercle amélioré, c'est-à-dire que les vapeurs montent, elles sont refroidies par de l'eau froide qui passe autour, et donc les vapeurs se recondensent et ça retombe dedans. Comme ça, on ne perd rien. Donc on a fait cuire des carottes pendant 3 mois. Hein. La même carotte. Hein. Donc c'est une carotte coupée en deux dans le sens de la longueur, la moitié ici, la moitié là. Avec de l'eau parfaitement pure, 100 degrés, tout bout, etc. Et un matin, j'arrive au laboratoire, parce que c'est le bonheur d'aller au laboratoire, et je vois que de ce côté-là, c'était marron, et de ce côté-là, c'était orange. Comment est-ce que c'est possible que la même carotte, dans la même eau, à la même température, le même temps, va donner des résultats différents? Alors ça, c'est ça qui fait qu'on est tout content quand on est dans un laboratoire, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc les gens qui n'aiment pas ne pas comprendre, il ne faut pas qu'ils fassent de science. Pour aimer la science, il faut essayer de trouver plein de trucs qu'on ne comprend pas. Donc je ne comprends pas, donc j'étais content. Alors finalement, on a mesuré la couleur et on a vu que c'est parce que là, il y avait plus de lumière qui arrivait ici. Donc si vous éclairez un bouillon de carottes avec de la lumière, il devient orange. Mais si vous ne l'éclairez pas, il devient marron. Mais si vous ne l'éclairez pas, il reste orange. Et donc, on peut décider de la couleur d'un bouillon de carottes simplement avec de la lumière. Ce n'est pas la peine de mettre un oignon roussi qui donnera de la crotée. Alors, d'autres exemples. Parfois, on fait mariner des viandes. À quoi ça sert? Alors, les gens disent c'est pour faire rentrer du goût. Ouais, mais là, on a cuit de la viande dans de la fluorescéine, c'est-à-dire un composé vert. Il n'y a rien qui rentre. Donc, on se dit, mais alors la marinade, ça ne sert à rien. Eh bien, en réalité, si, parce que, vous voyez, dans certaines viandes, ça, c'est un steak de mes enfants. Quand on cuit, les faisceaux de fibres... Dans de la bidoche, il y a des tuyaux qui s'appellent les fibres musculaires. Ces fibres musculaires sont groupées en faisceaux. Dans la viande, quand vous cuisez, ces faisceaux se contractent et se séparent. Mais ça va absorber... Si vous avez mis du sel, par exemple, ça tire l'eau de la viande, ça fait de l'eau salée, et hop, elle rentre absorbée dedans. Donc il y a des viandes où ça sert à quelque chose de mariné, et d'autres pas. Alors... qu'est-ce qui sort d'une carotte dans un bouillon et pourquoi ça sort? Voilà, par exemple, voilà une carotte qu'on regarde au microscope. Vous voyez, il y a des tuyaux qui montent la sève et qui la redescendent. Alors, les voilà, c'est ces petits turicrons. Et puis, le reste, c'est des cellules. Donc, on s'était dit, peut-être que ce qui est dans la sève, ça va partir dans le bouillon de carotte. C'est des sucres et des acides aminés. Alors, vous voyez, c'est la même image, mais au microscope, vous voyez un des canaux, là, les tuyaux. Là, on a mis dans du bleu de méthylène, donc on a trempé dans une solution bleue, et vous voyez que le bleu peut rentrer. S'il peut rentrer, il peut sortir. Donc, on a une théorie, mais est-ce qu'elle est juste? Alors, on fait des calculs pour essayer de voir si elle est juste. On fait des mesures. Par exemple, ça, c'est un bouillon de carotte où on a mesuré 3 sucres. Le saccharose, c'est-à-dire le sucre de table, le glucose et le fructose. Alors, vous voyez, le glucose et le fructose, ils augmentent un peu lentement. Et alors, le sucre de table, le saccharose, donc la carotte contient du sucre de table. Hein. Le saccharose augmente et ensuite il diminue. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est possible parce que le saccharose, c'est fait de glucose et de fructose qui vont s'hydrolyser, c'est-à-dire se séparer en deux. Alors voilà, on commence à mieux comprendre. Alors après, évidemment, on fait des équations parce que ça, c'est le bonheur pour ceux qui aiment. Donc j'adore ça. Alors, c'est pas très compliqué. Hein. On représente la carotte en orange, l'eau en bleu, et puis on met le saccharose, le glucose, le fructose, et puis avec ça, on fait un système d'équations. C'est tout simple. Il suffit d'apprendre à le faire. Les maths, c'est pas difficile. On passe un peu de temps dessus et on y arrive. Hein. Bon, alors la théorie qu'on a produite, elle est fausse, enfin du moins insuffisante, et on veut faire mieux. Ça, je passe. Alors, les scientifiques sont parfois des gens bizarres.
Un jour, j'avais envie de voir un oignon à l'IRM. Vous savez, les IRM, c'est on met les bons hommes dedans à l'hôpital. Moi, je voulais voir un oignon. J'ai mis un oignon dans l'IRM et voilà un oignon à l'IRM. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert, parce que ça coûte de l'argent. Je vous rappelle que c'est vous qui payez mon salaire, hein, enfin vos parents. Hein. Donc, est-ce que j'ai le droit de dépenser l'argent des contribuables pour aller regarder des oignons à l'IRM ? Alors, en réalité, on a découvert que les canaux dont je vous parlais, ils sont tous sur la face ventrale de l'oignon. Ça, personne n'avait publié ça, donc c'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi c'est sur la face ventrale, mais c'est intéressant. Mais surtout, on a vu cette partie blanche. Cette partie blanche, c'est là où il y a le couteau qui est venu. Du coup, le lendemain, on a pris un scalpel et pas un couteau de cuisine, et vous voyez, il n'y a plus de partie blanche. Et on a fait un séminaire où on a coupé des pommes avec un scalpel bien affûté ou avec un mauvais couteau. Et bien, au goût, vous reconnaissez que les pommes coupées au scalpel sont bien meilleures qu'au couteau. Donc, vous voyez, un illuminé qui s'amuse à mettre des oignons à l'IRM, ça sert à permettre de dire aux cuisiniers, les gars, ayez des bons couteaux. Et voilà pourquoi les Japonais, souvent, ont des meilleurs goûts de fruits et de légumes que nous, parce qu'ils ont des meilleurs couteaux. Voilà, voilà les réactions qui se passent quand on abîme un tissu végétal. Hein. Je passe dessus parce que c'est trop long. Mais sur une carotte, très important, parce que tout le tissu est abîmé. Hein. Alors, un travail récent, je ne sais pas si ça vous amusera, mais enfin, voilà, je me suis dit, j'essaie de montrer que c'est des choses simples. Hein. Un aliment, il est construit. Vous voyez, il y a une boule blanche sur une boule jaune, en dessous, il y a de la sauce, et en dessous... Mais si vous regardez au microscope, il est construit. Il y a des gouttelettes dispersées dans l'eau. Et si vous regardez avec un super microscope, il est encore construit, ça s'appelle des nanoparticules. Alors, en ce moment, le monde entier a peur des nanoparticules. N'ayez pas trop peur des nanoparticules. Il y en a plein dans le lait, c'est des nanoparticules de caséine. Hein. Donc on s'en fout complètement des nanoparticules. Hein. Enfin, arrêtons d'avoir peur toutes les minutes, ça me fatigue d'avoir peur. Moi, je n'ai pas très peur, hein. Enfin, sauf de ma douleur de genou, parce qu'elle s'aggrave. Et puis alors, on peut même faire des associations de molécules. Vous voyez, par exemple, ici, sur des framboises, on a mis des sels d'étain. L'étain, c'est un métal, mais il a des sels. Hein, donc, là, je crois que c'est du chlorure d'étain, mais je ne me souviens plus. Et bien, tout d'un coup, ça devient bleu. Et voilà pourquoi les cuisiniers disaient qu'il ne faut jamais cuire des fruits rouges dans les casseroles en cuivre étamé avec de l'étain. Alors, mais ça veut dire aussi que l'étain, il s'est attaché aux molécules qui donnent la couleur. Donc vous voyez que là, on le subit, mais on pourrait le décider. On pourrait décider quel métal on met, quelle molécule on fait. Et donc on peut inventer un calcul qui va donner des formules pour les organisations. Alors voilà la formule de ce plat-là, voilà la formule d'une mayonnaise, voilà la formule d'une micelle de caséine, voilà la formule de l'acide complexation. Et comme les aliments, c'est des gels, alors vous voyez, par exemple, ça c'est un oignon. Un oignon, c'est de l'eau dans des cellules qui sont collées entre elles. C'est un gel, hein, puisqu'il y a de l'eau dans un solide. Eh bien, là, c'est une pomme de terre. Il y a des petits grains d'amidon colorés en bleu avec de la teinture d'iode. Là, c'est de la viande. Hein. La viande, je vous ai dit, c'est des tuyaux. Donc, on a coupé en travers et on voit tous les tuyaux. Hein. Alors, c'est le même mot. Ça ne va pas donner le même mot à des systèmes qui sont différents. Donc, vous voyez, à gauche, c'est un gel de gélatine. Vous prenez la gélatine avec de l'eau, ça gélifie, donc voilà la gélatine, et l'eau, c'est au milieu, dans les trous, comme une espèce de grande toile d'araignée dans toutes les directions. Bon alors, du coup, maintenant, avec cette espèce de calcul, on peut décrire tous les gels différemment. Voilà le chocolat au microscope, voilà un gel de gélatine au microscope, voilà l'oignon au microscope, voilà une orange artificielle. Une orange, c'est quoi? C'est des petits sacs qui contiennent du jus d'orange et qui sont collés entre eux. Voilà des petits sacs qui contiennent du jus d'orange et qui sont collés entre eux. Et alors, le plus récent, c'est ça. J'ai fait un petit programme d'informatique. C'est pas difficile. Je peux l'expliquer en 10 minutes à quelqu'un. Je ne vais pas les prendre. Mais avec ce programme, on a construit tous les gels possibles. Alors, les voilà. Il y en a 1500. 1, 2, 3 et 4. Il n'y en a pas d'autres. Donc, vous voyez que maintenant, si vous êtes un ingénieur, vous pouvez prendre une de ces formules, et puis avec ça, vous allez faire soit un plat, soit un médicament, soit une peinture, soit un cosmétique, ce que vous voulez. Il n'y a pas d'autres possibilités. Mais maintenant, on les connaît toutes. Donc, on a fait une découverte. Voilà. Alors après, on peut faire des gels dynamiques, mais bon. Alors, comment on pourra construire les plats demain ? On pourra continuer à mettre des viandes, des fruits, des légumes et des poissons. Mais on peut aussi faire différemment. Vous voyez, ici, il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de poisson, il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de légumes, il n'y avait pas d'œufs. Il y avait des composés purs et avec ça, on a fait un plat. Bon, alors, c'est pas dur, on choisit une forme,
on y met de la consistance, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On y met de la couleur, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On y met des odeurs. Ah, tout à l'heure, j'ai oublié. Mais on aurait pu... est-ce que ça vous embête de passer quelqu'un dans l'assistance en soufflant? Ouais, il suffit de souffler comme ça. Pas trop près, hein, mais en soufflant bien, voilà. Alors, vous voyez, ce produit-là, c'est de l'huile dans laquelle il y a un composé qui s'appelle du 1-octène 3-ol. C'est une merveilleuse odeur de champignons. Moi, j'ai plus de champignons à la main. Il faut souffler, ouais, il faut souffler. Ouais. J'ai plus de champignons dans la forêt, donc j'ai ramené de ma cuisine du 1-octène 3-ol. Hein. Alors, des saveurs, on les a mis, des piquants, des frais, c'est facile. Alors, comment les gels... Comment les gels vont-ils libérer les goûts? Alors, vous voyez qu'on a mesuré au laboratoire des aliments dont le goût apparaît très très vite et ensuite il se stabilise. Puis on a vu des aliments dont le goût apparaît beaucoup plus lentement, bien plus tard. Alors du coup, on a des lois pour libérer. On peut libérer sur mesure des goûts et des saveurs. Mais est-ce qu'on pourrait faire un aliment avec le goût qui apparaît, disparaît, réapparaît, redisparaît, etc. Est-ce qu'on peut faire un aliment dont un goût apparaît, disparaît et un autre apparaît et disparaît? Alors la réponse est oui, on l'a fait au Danemark. Alors maintenant, cette cuisine dont je vous parlais, que j'appelle la cuisine note à note, hein, entièrement avec des composés, alors ça n'est pas de la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, c'est un vieux machin que j'ai inventé il y a 35 ans, c'est-à-dire cuisiner avec des nouveaux outils. Bon. Voyez un repas de cuisine moléculaire, hein, pour ceux qui n'ont jamais été dans un restaurant de cuisine moléculaire. Vous voyez, c'est joli. Je l'ai mis dans une espèce d'image où il y a un vieux grenier, parce que c'était il y a 35 ans, et 35 ans, vous n'étiez pas né. Donc, oubliez la cuisine moléculaire, c'est un truc de vieux. Hein. Faites de la cuisine note à note, pas de la cuisine moléculaire. Alors, ça s'appelait le nid, voilà du faux caviar, une viande qui se balance. Le chef arrosait les plantes, mais on pouvait tout manger, même le pot. Ensuite, il y avait le bassin. Ce plat, ça fait au fond de la mer. Ça s'appelait derrière dans le jardin, je crois. Ce plat-là s'appelait « Je descends dans mon jardin au petit matin et la brume disparaît hein. ». Ensuite, il y avait la viande de l'Alaska. Ensuite, il y avait ça, la pomme. Alors, dedans, il y a des couches liquides et des couches solides. Donc, c'est très amusant. Hein. Ah, ce plat-là s'appelait « Je me refais une beauté avant le dessert ». Mais c'était le dessert. Hein. Et le dernier, c'était un arbre de barbe à papa, donc c'était sympa. Voilà. Alors, la cuisine note à note, c'est bien mieux. J'ai inventé ça en 1994. L'idée, c'est, dans le temps, on jouait de la musique avec des instruments. Dans le temps, on faisait de la cuisine avec des carottes. Il y a 100 ans, on a décomposé les ondes sonores, et il y a 100 ans, on a analysé les aliments. Il y a 50 ans, il fallait une pièce entière avec des ingénieurs et des ordinateurs pour faire de la musique de synthèse. Aujourd'hui, ça coûte 22 € dans un magasin de jouets pour un synthétiseur. J'ai rien mis à droite, vous avez compris ce qui va se passer bientôt. Vous allez avoir de la cuisine de synthèse, et elle s'appelle la cuisine note à note. Et je suis très content, parce que comme ça, ceux qui ne veulent pas manger de viande ne pourront pas manger de viande, ceux qui veulent en manger en mangeront, ceux qui ont des allergies pourront guérir leurs allergies en ne mettant pas dans leurs aliments les molécules qui donnent de l'allergie. On peut faire des tas de trucs. Bon. Alors, quand on regarde bien une carotte, on peut se dire, ouais, il y a plein de composés dedans, mais on peut les assembler différemment. Il n'y a pas de raison qu'elle soit toujours sous forme de carotte. Donc on peut... Alors pourquoi cette cuisine? Parce que en 2050, moi je serai mort, mais il y a à peu près 9 milliards d'individus sur Terre. On sait nourrir 6 milliards. Donc s'il y a 9 milliards, ça veut dire qu'il y en a un sur 3 qui crève de faim. S'il y a une personne sur 3 qui crève de faim, il y a une guerre mondiale. Donc il faut trouver un système. Alors quel système? C'est peut-être de lutter contre le gaspillage. Mais alors la question, c'est pourquoi le gaspillage? Le gaspillage. Alors, il y a aussi une crise de l'énergie, mais ça, elle est peut-être plus facile à résoudre. Mais regardez ça. Il y a 1000 camions qui arrivent à Paris chaque jour et ils transportent de la flotte. C'est un scandale absolu. Donc, il ne faut pas transporter des fruits et des légumes, ça n'a pas de sens. Donc, il faut enlever l'eau à la ferme et avec ça, on transporte la poudre. C'est-à-dire qu'une tomate, un 10 tonnes de tomates, il se réduit à 500 kilos sur une moto. On n'a pas besoin d'un 10 tonnes. Alors évidemment, ça veut dire une autre cuisine. Et alors, enrichir les agriculteurs, parce que s'ils font ça à la ferme, c'est comme le vin. Le vin, ça coûte plus cher que le raisin, donc ils vont gagner de l'argent. Il faut qu'ils soient riches, ces gens-là. Les techniques pour le faire, il faudra des ingénieurs, mais ça existe déjà. Voilà les techniques pour fractionner les carottes, les tomates, etc. C'est déjà au point. On peut faire un art nouveau.
Et puis je vous montre des images de cette cuisine note à note que vous n'avez encore jamais mangée, que vous allez manger dans les années qui viennent. Donc voilà le premier plat note à note qui a jamais été servi dans l'histoire de la cuisine, dans un restaurant. Et puis ensuite, on a travaillé avec des chefs. Alors, de temps en temps, il y avait un champignon. Vous avez vu que ça ne sert à rien. Mon produit, il sentait le champignon. Hein. On a fermé oui, on a fermé. Oui. Sinon, ça sent fort. Ensuite, là, il restait encore un peu de basilic. Ça ne sert à rien. Là, il travaillait une framboise. Alors, au début, les chefs, ils n'osaient pas enlever la framboise ou le champignon. Maintenant, ils ont gagné, ils osent. Hein. Pour l'année de la chimie, on avait fait des plats. Donc, il y avait un banquet avec des prix Nobel, des ministres, des ambassadeurs. Ce plat s'appelait sur une idée d'huître, une sauce volaire. Alors, à droite, le truc affreux, c'est de la viande. Hein. À gauche, c'est une viande artificielle. Et le cylindre orange, ce n'est pas une carotte, c'est un cylindre orange. Là, il y avait des fruits, hélas. Mais on a continué à travailler. Donc, vous voyez, on fait du bleu, on fait du jaune. Ce plat s'appelle « Ce n'est pas un œuf ». Parce que ce n'est pas un œuf. Hein. C'est entièrement synthétique. Hein. Celui-là s'appelait le cordon bleu. Montréal, alors on a fait des boissons, on a fait des plats, on a fait des plats, on a fait des plats. Danemark, le prince Philippe du Danemark vient de manger de la cuisine note à note. Mercredi dernier, à la Maison de la Chimie, 1000 personnes ont mangé de la cuisine note à note servie par le traiteur Le Nôtre. Donc ça, c'était pas mal, parce que 1000 personnes, il faut quand même les nourrir. C'est à Pierre Gagnère. Donc voilà le menu, il est écrit en haut. Hein. C'est le menu, hein. C'est ça le menu. Voilà, c'est les noms des composés qu'on a utilisés. Voilà. Et puis on fait un concours. Alors il y a un enfant de 10 ans qui a participé à ce concours. C'est pas difficile, tout le monde peut participer. Et voilà les gagnants de quelques années du concours Note à Note. Celui-là s'appelait, je ne sais plus comment. Ça, c'est un Belge. Un Belge, il a entièrement fait composé par composé, ce truc-là. Ça, c'est extra. Et puis l'année dernière, c'est des sushis Note à Note. Donc il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de riz. Hein. On a tout fait nous-mêmes. Voilà en gros plan. Et puis voilà, alors il y a un chef qui veut devenir le plus grand chef du monde. C'est le bonhomme qui est là, qui s'appelle Andrea Camastra, ici, avec son équipe. Il est en Pologne. Il a décidé d'être le premier restaurant de cuisine note à note. Et voilà les travaux qu'il est en train de faire. Et en ce moment, il est en train de travailler. Et en avril, il va ouvrir son restaurant. Pour l'instant, il a le meilleur restaurant de Varsovie. Mais en avril, il a décidé d'ouvrir le premier restaurant note à note. Donc voilà les objets qu'il est en train de construire pour la cuisine note à note. Ça risque d'être intéressant. Je ne les ai pas goûtés, je ne sais pas le goût que ça a, mais je suis très impatient. Voilà. Pour terminer, je voudrais vous proposer d'arrêter de parler de conflit d'intérêts. Les intérêts, ils n'ont pas de conflit, c'est les individus qui ont des conflits. Ce n'est pas parce qu'un scientifique a travaillé avec une société industrielle que c'est un pourri et un vendu. C'est idiot de penser ça, c'est imbécile, c'est honteux même de le penser. Je vous propose de penser qu'on peut. Moi, j'ai travaillé avec toutes ces sociétés-là. Ils ont tous voulu payer des stages des étudiants dans mon laboratoire. Mais ce n'est pas pour ça que je suis vendu à l'industrie. Enfin, j'en ai rien à taper. D'ailleurs, je n'ai pas un brevet, je n'ai pas un centime de royalties dans des choses comme ça. Les scientifiques, les experts ne sont pas des pourris, a priori. C'est des gens qui se décarcassent pour essayer de faire que le fonctionnement collectif soit harmonieux. Et bien sûr, il y a des malhonnêtes, mais il y a des malhonnêtes partout. Il y a des plombiers malhonnêtes, il y a des médecins malhonnêtes, il y a des hommes politiques malhonnêtes, il y a des chimistes malhonnêtes, mais ce n'est pas pour ça que toute la profession est pourrie. Donc arrêtons avec ces conflits d'intérêts idiots. D'ailleurs, je suis assez malhonnête parce que j'aurais dû mettre 3 petits points, parce qu'il y en a bien d'autres avec qui j'ai travaillé. Et je pense qu'un expert qui n'a pas travaillé avec l'industrie devrait être récusé. Ça n'est pas un expert. Il faut connaître le milieu professionnel pour savoir juger. Voilà. Donc je termine avec un encouragement. L'encouragement, c'est en vrai, il tient dans une phrase que j'ai trouvée un jour, c'est « Nous sommes ce que nous faisons ». Donc vous êtes au collège ou au lycée. Il y a des gens, je me souviens quand j'étais là au collège et au lycée, ils disaient « Ah, moi je suis très intelligent, je ne travaille pas ». Ça n'est pas vrai. En général, ils travaillent dur et c'est pour ça qu'ils ont de bons résultats. Quand on travaille dur, on a de bons résultats. Donc, nous sommes ce que nous faisons. Alors, pour terminer, parce que je vois l'heure, donc, vive la chimie. Ah, il y a les questions. Il y a les questions. On n'aura pas beaucoup de temps pour les questions. Si on veut tenir notre planning. Je suis content que vous ayez terminé quand même sur un aphorisme. Nous sommes ce que nous faisons. Merci et puis à l'année prochaine. Donc ceux que ça intéresse,
verront plein de choses sur le net sur Hervétis. Merci, bon week-end.